C'est l'histoire d'un type qui tue 2 de ses copains et qui est absolument incapable de dire pourquoi. Et d'ailleurs, vous verrez, il ne dit rien. Il ne dit rien du tout. Il s'agit d'une affaire de 2011, l'enquête sur le meurtre à Amiens de Julien Guérin et Alexandre Michaud. J'ai écrit cette histoire avec Kiss, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le 21 janvier 2011, à Amiens, Aline, une jeune femme de 17 ans, vient sonner à la porte du journal local Le Courrier Picard. Un journaliste la fait entrer et elle se met à lui raconter son histoire. À propos de mon copain, Julien, il a disparu. Je viens d'aller voir la police, ils me disent qu'on peut rien faire parce qu'il est majeur et qu'il a le droit de disparaître. Mais moi je suis sûr qu'il n'est pas parti de lui-même. Je suis venu vous voir pour que vous m'aidiez. Si vous voulez que je vous aide, il va falloir que vous me racontiez les choses dans l'ordre. D'abord, il s'appelle comment, votre copain? On est d'accord que c'est votre petit copain? Ouais, carrément. On a même un bébé ensemble. Donc, il s'appelle comment? Julien. Julien Guérin. Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'il n'a pas disparu volontairement? Bah, il est parti sans rien. Sans papier, ni rien. Et puis il est toxico, Julien, enfin, ancien toxico, à l'Hérault. Il a décroché, et depuis il prend du Subutex, de la méthadone. Il peut pas s'en passer plus d'une journée. Et là, il est parti sans. Il a rien emporté, il a tout laissé. C'est pour ça que ça m'inquiète. Le journaliste du Courrier Picard a été convaincu. Le lendemain, son journal publie un appel à témoins. Au même moment, quelqu'un d'autre s'inquiète de la disparition de Julien, son grand frère, Cédric. Il sait que le jour de sa disparition, le 13 janvier, Julien est allé en Belgique avec son copain David. Et David le lui confirme au téléphone. Ah ben oui, on est allé acheter des clopes avec Julien. Et depuis, David, t'as pas de nouvelles? Ah non, j'en ai aucune. C'est toi qui l'a ramené à Amiens? Ah oui. Je sais pas, moi, vers 2h du matin. Il m'a demandé de le déposer à Amiens Sud. Il voulait s'acheter du shit. À Amiens Sud? Cédric se dit, c'est bizarre ça, parce que à Amiens, quand on veut acheter du bédo, c'est plutôt au nord que ça se passe, pas au sud. D'autant plus que Julien et Aline habitent au nord. Mais ça n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que si Julien est parti, s'il s'est cassé, il ne lui est rien dit. Son petit frère Julien ne le laisse jamais sans nouvelles plus de 3 jours. Ils sont très, très soudés, tous les deux. Ils ont traversé main dans la main les mêmes galères familiales. Ils ont été placés dans le même foyer quand ils étaient adolescents. Et là, il aurait disparu volontairement sans l'appeler. Et puis, pourquoi est-ce qu'il disparaîtrait maintenant? Maintenant qu'il a rencontré Aline, maintenant qu'il est papa, maintenant qu'il a décroché de l'héroïne. Julien était heureux, enfin. Il ne peut pas être parti de lui-même. Impossible, impensable. Les jours passent, et puis les semaines, jusqu'à ce que le 14 février, dans ce coin d'Amiens qu'on appelle les ortillonnages, des parcelles de culture maraîchère au milieu des marais, un employé municipal aperçoive une masse dans l'eau, prise par des branchages. Il s'approche. Nom de Dieu, mais c'est un corps. Un cadavre manifestement très abîmé. Alors qui est ce cadavre? Et depuis combien de temps est-il là? Le médecin légiste qui réalise l'autopsie apporte les premières réponses. Bon, il s'agit bien du nommé Julien Guérin. A priori, il a passé 3 semaines dans l'eau, d'où son état. Alors il est couvert de plaies, 5 plaies sur le crâne, une fracture de la tempe, plusieurs dents cassées, puis des hématomes au poignet droit et au pied. Ça, docteur, ça veut dire qu'il a été battu avant d'être jeté à l'eau. Non, je ne pense pas. Je pense que tout ça, c'est l'effet d'une hélice de bateau.
À mon avis, il flottait sur le ventre et il a été pris par un bateau qui lui a fait toutes ses blessures, quoi. Alors de quoi est-ce qu'il est mort, docteur? Il est mort de noyade. Accidentellement ou pas, c'est difficile à dire, dans la mesure où on retrouve dans son sang d'abord une grosse quantité d'alcool, 1,32 g exactement, et puis tout un tas de produits psychotropes dont du cannabis. Donc il y a une hypothèse où il tombe à l'eau accidentellement et il se noie. Une autre, évidemment, on le pousse à l'eau et il se noie. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous en dire plus, monsieur. Vous vous doutez que ça n'est pas un accident. Sinon, à quoi ça servirait que je me décarcasse? Le copain David, avec qui Julien est allé acheter des clopes en Belgique, confirme qu'en rentrant, il l'a déposé au sud d'Amiens. Or, c'est à 2 kilomètres des ortillonnages où on a retrouvé son corps. Et ces ortillonnages, ça vous devez le savoir, on n'y va pas par hasard. C'est un marais. On ne peut y aller qu'à pied ou en bateau. Alors l'hypothèse d'un accident existe, mais de moins en moins. Et là, je fais un petit bond dans le temps. Un bond de 7 mois. Nous voilà en septembre 2011. Et là débute une autre affaire, qui a priori n'a rien à voir avec la première. Une jeune femme prénommée Sylvie débarque au commissariat d'Amiens. Je viens vous voir au sujet de mon copain, Alexandre. Ça fait 3 jours que j'ai pas de nouvelles de lui. 3 jours. Et il a quel âge, votre copain Alexandre? Alexandre comment, d'ailleurs? Alexandre Michaud. Il a 24 ans. 24 ans, mademoiselle, disparu depuis 3 jours. Il n'est pas certain que vous deviez vous inquiéter. 3 jours, il va réapparaître, un de ces 4. Je comprends, mais il y a autre chose. Dimanche, avec Alexandre, on s'est disputé. Et de colère, il a donné un grand coup de poing dans le mur. Il s'était déjà abîmé la main sur un chantier, ça n'a pas rangé les choses. Et sa main, elle s'est mise à gonfler. Il avait très mal. Et comme on n'a pas de voiture, j'ai appelé un copain, David il s'appelle, qui est venu le chercher pour l'amener à l'hôpital à Amiens. Et David, il m'a dit, ouais, je l'ai ramené vers 2h du matin. Moi, je dormais, je ne l'ai pas entendu rentrer. Mais le lendemain matin, Alexandre, il n'était pas là. Et voilà. Ça fait 3 jours que j'ai plus de nouvelles de lui. Cette gamine s'inquiète pour rien. Voilà ce que pense le flic qui la reçoit. Sauf que 5 jours plus tard, le corps d'Alexandre Michaud est repêché dans le canal de l'Avre, au milieu des ortillonnages, comme celui de Julien. Et que dit le légiste? Alors celui-là, il a été tué par balle. Une dans le dos et l'autre dans la tête. Et puis il a aussi une plaie importante à la tête causée par un objet contendant. La mort remonte à quand, docteur? À la nuit du 4 au 5 septembre. Ce qui correspond, au vu du dossier que j'ai consulté, à la date de disparition. Et vous avez un scénario à nous proposer, docteur? Oui, j'en ai un. À mon avis, il a d'abord été frappé à la tête. Il est tombé au sol, sur le ventre, on a des traces. Et puis il a reçu 2 balles, avant d'être jeté dans le canal. Donc cette fois, c'est sûr, c'est un meurtre. Et ça colle assez bien avec les constatations des policiers de la PJ sur place. À quelques mètres du cadavre sur la berge, ils ont repéré une grosse tache de sang dans l'herbe. C'est probablement là qu'Alexandre Michaud a été tué. Concernant la mort d'Alexandre, les policiers se posent une question centrale. Qu'est-ce qu'il fichait là, au milieu de ce labyrinthe de verdure et de canaux d'irrigation, en pleine nuit? Alors ils vont gratter du côté de son entourage. Bon, voilà ce que j'ai pu apprendre. Le gars est lyonnais, d'origine. Et il vivait à Amiens depuis 1 mois, depuis le 5 août exactement. Il est venu rejoindre sa compagne, en vérité, Sylvie. Cette fille, il l'a rencontrée sur un site de rencontre. Il paraît qu'ils font tout ça, maintenant. Cette fille dont tu parles, la fameuse Sylvie, là, c'est celle qui est venue signaler sa disparition au commissariat. Oui, c'est ça. Alors voilà ce que j'ai pu apprendre sur elle.
Elle a 2 enfants de premier mariage avec un dénommé Michel. Et alors, concernant Alexandre Michaud, sa mère raconte qu'il est venu la voir quelques jours avant sa mort, et il lui a dit que Sylvie était enceinte de lui. Un mois après sa rencontre, ils n'ont pas traîné, hein. Ok, donc faudrait qu'on entende la mère. Tu la convoques? Et voilà ce que raconte la mère entre 2 sanglots. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais voilà, il y a à peu près 1 an, en octobre de l'année dernière, Alexandre, il vivait dans la banlieue de Lyon. Me demandez pas pourquoi ni comment, mais il a accepté de cacher chez lui pendant quelques jours de la drogue, de la cocaïne et du cannabis, je crois. C'était une bêtise de jeunesse. Et quand les dealers sont venus récupérer leur stock, Alexandre, il n'a pas pu le leur rendre parce que on le lui avait volé. Alors évidemment, les autres, ils l'ont pas cru. Ils se sont mis à le menacer. Et du coup, Alexandre, il est venu se réfugier chez nous. Mais les autres, ils ont vite retrouvé sa trace. Et un jour, ils ont débarqué à la maison. Ils étaient 2. Et moi, j'ai tout de suite appelé les gendarmes. Ils sont arrivés très vite. Ils les ont interpellés. Voilà. On a eu très peur. Ça, c'est une piste. Une sacrée piste. Ok, tu trouves le nom de ces 2 gars qui ont été arrêtés. Pour l'instant, on se contente juste de vérifier si leur portable a borné dans le coin le jour du meurtre, d'accord? Et la réponse est non. Le jour du crime, leur téléphone n'a pas quitté Lyon. La piste se referme immédiatement. Mais une autre piste s'ouvre dans la foulée, beaucoup plus intime. Je suis certain que vous y avez pensé tout à l'heure, quand je vous ai dit que la copine Sylvie venait juste de se séparer de son mec qui s'appelle Michel. La jalousie, c'est un petit moteur très célèbre du crime. Est-ce qu'on n'aurait pas affaire à la vengeance d'un mari évincé? La copine Sylvie est immédiatement interrogée. Bon, madame, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre ex? Michel, c'est ça? Oui. Michel. Disons que c'est quelqu'un d'assez nerveux, impulsif, quoi. Comment est-ce que ça se passait avec votre nouvel amoureux, Alexandre? Pas très bien. Il lui reprochait souvent de l'empêcher de voir ses enfants. Ce qui était faux, hein. En vérité, c'est moi qui m'opposais à Michel au sujet des enfants. Mais c'est vrai que Michel, il a tout reporté sur Alexandre. C'est-à-dire qu'il l'appelait sur son téléphone pour l'insulter. Une fois, il l'a même menacé de mort. Et d'ailleurs, avec Alexandre, on est allé porter plainte contre lui. Elle est assez séduisante, cette piste de l'ex-mari jaloux. Alors si on allait le voir, ce Michel, dites-moi, monsieur, quel rapport aviez-vous avec Alexandre Michaud? C'est vrai qu'on s'aimait pas trop. Enfin, c'est jamais facile de voir quelqu'un vivre avec son ex-femme, et surtout avec ses gosses. Mais bon, 3 jours avant sa mort, faut dire qu'il a été cool avec moi. Il m'a amené mes enfants. Lui-même, hein, sans prévenir Sylvie. Ça, je l'ai vraiment apprécié. Ce Michel a l'air sincère. Et dans la tête des flics, il ne sort pas totalement de la liste des suspects, mais un peu quand même. On de la raconte, la suite de votre récit. On est d'accord que jusqu'ici, je vous ai raconté 2 affaires qui pour l'instant n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Enfin si, les 2 corps, celui de Julien Guérin et celui d'Alexandre Michaud, ont été retrouvés au même endroit, les ortillonnages d'Amiens. Mais à ce stade, c'est le seul point commun. Parce qu'à part ça, Julien, lui, s'est probablement noyé, alors qu'Alexandre a été clairement assassiné. Il a pris 2 balles.
Mais à y regarder de plus près, il y a un autre point commun entre ces deux dossiers. Et ça, les policiers de la PJ d'Amiens viennent tout juste de le réaliser. Je vous concède que ça a pu vous échapper. Concentrez-vous, nom de Dieu, concentrez-vous. Dans les deux affaires apparaît le même prénom. David. David, c'est celui qui amène Julien Guérin en Belgique pour acheter des clopes. Et qui dit qu'il l'a ramené à 2h du matin chez lui. Et que depuis, Julien a disparu. Et dans l'autre affaire, c'est aussi un David, copain de Sylvie, qui amène Alexandre Michaud à l'hôpital alors que celui-ci vient de se fracasser les poings de colère contre un mur. Et depuis, Alexandre a disparu. C'est le même. C'est le même David dans les deux dossiers. David Lefebvre. Et ça, les flics viennent tout juste de le comprendre. Ça peut pas être un hasard. Ça peut pas être un hasard que ce soit le même David. T'as regardé si on trouvait sa trace dans le fichier? J'ai regardé. Et j'ai trouvé des tas de trucs qui vont t'intéresser. D'abord, figure-toi qu'Aline, la compagne de Julien Guérin, a porté plainte contre lui, contre David, pour agression sexuelle le lendemain de la disparition de Julien. Agression sexuelle, tu dis? On sait ce qui s'est passé? Alors j'ai lu le PV. Aline raconte que David Lefebvre a débarqué chez elle, qu'il a voulu coucher avec elle, et qu'elle, elle n'a pas voulu, et qu'il a été, un peu pressant. Pressant comment? Il lui a touché les limards. D'accord. Et quel rapport ça avec notre affaire, tout ça? Le rapport, c'est une phrase qu'il a dite à Aline ce soir-là. Elle rapporte ce qu'il lui a dit. « Puisque tu veux rien faire avec moi, je te dirai pas tout. » Ok. T'as raison, c'est assez intriguant. Donc Aline a porté plainte contre lui. Il y a eu une suite. Oui. Il a été convoqué, et il a dit en gros qu'il avait essayé de séduire Aline parce qu'il s'était embrouillé la veille avec Julien, et que coucher avec Aline, c'était en quelque sorte une manière de se venger. Et je suppose que l'affaire n'est pas allée plus loin. Je te confirme. La plainte a été classée sans suite. Mais c'est pas tout. En passant le nom de ce David Lefebvre au fichier, j'ai découvert qu'il avait un casier judiciaire, figure-toi. Ah là tu m'intéresses. Vas-y, raconte. 5 ans de prison pour vol avec violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il avait 19 ans, il a tué un SDF au pistolet à plomb pour lui voler son RMI. Et c'est pas tout. Quand il sort de prison, il vole une bagnole. En tout, ce David Lefebvre, qui a 31 ans, a passé, tiens-toi bien, 8 ans en prison. Il est gratiné, notre suspect, non? Moi, je parierais bien que c'est lui qui les a tués tous les deux. Ouais. Effectivement, c'est une piste séduisante. Mais il y a un problème. Il y a un gros problème. Alexandre Michaud a été assassiné, pan, mais Julien Guérin, le légiste penche pour une noyade. Un type qui a forcé sur le bédo et qui tombe à l'eau et glou. Alors moi je veux bien qu'on rapproche ces deux dossiers, mais rapprocher un accident d'un meurtre, c'est assez audacieux. À moins que le légiste de l'affaire Guérin se soit planté. Et donc le juge décide de faire appel à un deuxième médecin légiste qui va pas pouvoir travailler sur le cadavre, mais à qui il remet le rapport de la première autopsie, avec des photos. Et voilà ce que conclut ce nouvel expert. Mon confrère avait estimé que les plaies que Julien Guérin avait à la tête étaient dues à une hélice de bateau. Moi je pense plutôt qu'on l'a frappé à la tête, assez fort. Et qu'ensuite on l'a jeté à l'eau qui s'est noyé. Et ça change tout. Ce sont bien deux meurtres. Et là, David Lefebvre a chaud aux fesses. La suite, vous l'imaginez bien. David Lefebvre est interpellé et placé en garde à vue. Et avant ça, perquisition dans son petit studio. Dites-moi, monsieur Lefebvre, c'est bien propre chez vous. Trop propre pour être honnête. Ça sent le ménage en grand. Les flics de la scientifique pulvérisent le fameux Blue Star aux 4 coins de la pièce. Positif, chef, venez voir. Il y a des taches de sang sur une paire de tongs et sur une paire de baskets. Et il y en a aussi dans sa voiture, sur le levier de vitesse. Bien, monsieur Lefebvre,
Commençons par le meurtre de votre ami Alexandre Michaud. C'est donc vous qui le conduisez à l'hôpital, et vous êtes le dernier à l'avoir vu, jusqu'à ce qu'on le retrouve mort. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Je vais vous expliquer. J'ai un peu menti à Sylvie. Alexandre, il voulait la quitter. Alors après l'hôpital, je l'ai amené chez lui, il a pris quelques affaires, et après je l'ai amené à la gare d'Amiens. Après ce qu'il a fait, je sais pas. Ok, les flics ont compris d'entrée que ce David Lefebvre n'avouera pas. Il va inventer des histoires à dormir debout, mais il ne lâchera rien. Alors il le laisse rentrer chez lui, en se disant que pour le coincer, il faut des preuves. Alors ils le mettent sur écoute, et l'autre a l'air de s'en douter. Oh mais figure-toi que comme je suis le dernier à avoir côtoyé les deux disparus, ils pensent que je suis un serial killer. Non mais tu le crois? Ils m'ont pris des tongs, comme si j'allais tuer quelqu'un en tongs. Et une autre fois, il dit à un copain: Ils ont trouvé du sang d'Alexandre dans ma voiture. Sauf que c'est complètement normal. Quand je l'ai amené à l'hôpital, il avait la main qui pissait le sang. Il en a laissé dans la voiture, c'est tout. Il est finaud, ce David Lefebvre. Il utilise les écoutes pour tenter de se disculper. Sauf qu'à l'hôpital, les infirmières sont formelles. Ah non, il n'avait pas de sang sur les mains quand il est arrivé, monsieur Michaud. Il avait une fracture, mais il ne saignait pas. Et ce qu'il ne sait pas, l'imbécile, c'est que la tache de sang retrouvée dans sa voiture est inexploitable. Mais maintenant, les flics savent que c'est le sang d'Alexandre Michaud. Autre découverte, le 12 février, Lefebvre est allé s'acheter un holster dans une armurerie. Vous savez, c'est le truc en cuir dans lequel on glisse un pistolet. Alors retour du zigoto en garde à vue. Oh, mais ce holster, je l'ai acheté pour compléter un déguisement. Et après, je l'ai donné à un copain. D'accord. Le personnel hospitalier qui a soigné la main d'Alexandre Michaud est formel. Il ne saignait pas de la main. Il n'avait aucune plaie. Et vous laissez entendre que le sang qu'on retrouve dans votre voiture est le sang qu'il perd à ce moment-là. Oh, mais c'est impossible, ça. Ma tête a coupé, il saignait de la main. Bon, à partir de maintenant, je ne veux plus répondre à vos questions. Très mauvaise stratégie, monsieur Lefebvre. Les flics le mettent à maturer, comme on dit, dans une cellule, et après ils le sortent, ils les remettent, ils le sortent, ils les remettent. Rien à en tirer. Et puis vers 20h, David Lefebvre annonce qu'il veut parler. Je vous écoute, monsieur Lefebvre. Voilà, je suis prêt à vous dire ce qui s'est passé avec Alexandre Michaud. Mais si vous me posez ne serait-ce qu'une question au sujet de Julien Guérin, je vous dis plus rien. Marché conclu. Allez-y, je vous écoute. Alexandre, il avait des ennuis avec Michel, l'ex de Sylvie. Et pour ça, il m'avait demandé de lui procurer une arme. Alors après l'hôpital, je l'ai amené aux ortillonnages, dans un endroit isolé. En fait, j'avais pas l'intention de lui vendre le fusil que j'avais, mais je voulais lui faire peur. Parce que ce gars, je sentais qu'il allait m'amener des emmerdes. Et là, on a commencé à se bagarrer, et puis le coup est parti. J'ai pas fait gaffe, le coup est parti. Et la deuxième balle, monsieur Lefebvre, je pouvais plus faire marche arrière. Alors je l'ai achevé. Bien. L'histoire n'est peut-être pas tout à fait celle-là, mais il vient d'avouer. C'est déjà ça. Pour Julien Guérin, on verra plus tard. David Lefebvre est conduit dans le bureau du juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Donc, si j'ai bien compris, monsieur Lefebvre, vous cherchiez un endroit reculé pour faire peur à Alexandre Michaud, et vous avez choisi les ortillonnages au bord du canal. Mais pourquoi cet endroit, précisément ? Je l'ai emmené là, parce que c'est là qu'avait été tué Julien Guérin. Et comment le saviez-vous ? Je l'ai lu dans le journal.
Je suis même allé voir l'endroit par curiosité après avoir lu l'article. Entendu, monsieur. Mais il y a une chose que vous ne savez pas. Concernant le meurtre de Julien Guérin, les policiers ont établi qu'il n'est pas mort là où on a retrouvé son corps. Son corps a dérivé dans la rivière. Donc si vous saviez où il avait été tué, c'est parce que sans doute vous l'avez tué vous-même. Eh oui, monsieur Lefebvre. Il s'est trahi, l'abruti. Il est coincé. Et le juge le met en examen pour l'assassinat d'Alexandre Michaud et pour le meurtre de Julien Guérin. Trois mois plus tard, David Lefebvre écrit une longue lettre au juge depuis sa cellule. Et dans cette lettre, il reconnaît enfin qu'il a tué Julien Guérin. Il raconte qu'au retour de Belgique, il a emmené Julien aux ortillonnages, que dans son coffre, il y avait une batte de baseball, qu'au début, ils ont commencé à jouer avec. Et puis il dit qu'à un moment, Julien continuait à jouer et que ça l'a énervé. Que Julien a continué. Et que là, il a pris un pied de biche dans son coffre et bam! Il dit que Julien est tombé dans l'eau du canal et que quand il est parti, il écrit « Il était encore vivant, debout dans l'eau et il criait. » Autrement dit, il l'a frappé, mais il ne l'a pas tué. Vous y croyez? Si vous voulez. Le procès de David Lefebvre s'ouvre le 12 novembre 2013 devant les assises de la Somme. Et dès le début, Lefebvre fait une grosse bêtise. J'ai décidé d'user de mon droit au silence. Donc inutile de me questionner, je dirai rien. Et il passe tout le procès la tête baissée. C'est une très mauvaise idée. Les jurés détestent les muets. L'enquêteur de personnalité vient raconter son enfance. Je dirais que c'est une enfance qui a été marquée véritablement par le désamour, par les mauvais traitements, par la violence, par l'alcoolisme de ses parents et par l'inceste. Ses frères, ses sœurs et lui-même ont tous terminé leur enfance dispersés dans des foyers et des familles d'accueil. Et maintenant, on aimerait bien avoir l'avis d'un psychiatre. J'informe les jurés que M. Lefebvre a refusé de se soumettre à l'expertise d'un psychiatre en prison. Deuxième grosse bêtise. Et comme il refuse de parler, de s'expliquer, eh ben on n'aura pas d'explication à ces deux meurtres. On n'aura pas le mobile. Est-ce qu'on peut en rester à l'idée qu'il a tué Julien Guérin parce qu'il l'énervait à jouer avec la batte de baseball? Ça paraît court. Est-ce qu'on peut croire qu'il a tué Alexandre Michaud parce qu'il le prenait pour un con? Ça paraît court aussi. Et avec son refus de s'expliquer, il met son avocat en difficulté. Que puis-je vous dire d'autre? Sinon que mon client pratique une sorte de suicide judiciaire. Suicide judiciaire qui va jusqu'à l'autodestruction. Et ça se confirme quand David Lefebvre prend la parole en dernier. J'attends rien de vous. Ni pitié, ni circonstances atténuantes. J'ai fait ce que j'ai fait, mettez-moi une peine lourde. Et du coup, le verdict est sans surprise. David Lefebvre est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. C'est le max. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Et c'est avec le chef d'enquête de la police judiciaire de Lille, de l'antenne d'Amiens de la police judiciaire de Lille, que je vais débriefer cette histoire.
le major Stéphane Billier. Petite curiosité, évidemment, vous avez été amené à témoigner dans ce procès. Est-ce qu'à la fin, vous vous rencardez sur le verdict ou pas? Ou vous passez à autre chose? Non, je suis mes affaires, hein, c'est-à-dire que systématiquement, si vous voulez, l'affaire étant, enfin, ce sont des affaires qui nous prennent pas mal de temps et on est quand même curieux de savoir la peine qui a été prononcée. Bon, là, on a un verdict qui est sans surprise, on est d'accord? Oui, effectivement. Vous envoyez des vertes et des pas mûres dans votre métier. Est-ce que cette histoire-là, en particulier, vous a marqué? Est-ce que pour vous, au regard de tous les dossiers que vous traitez, elle sort du lot? Et comment? Oui, elle a été particulièrement marquante parce que c'était au tout début où une loi était passée où on offrait la possibilité donc aux personnes placées en garde à vue de pouvoir garder le silence. Et donc là, il faut rappeler qu'au cours de cette affaire, même si on avait de sérieuses présomptions concernant Lefebvre David, on n'avait qu'un faisceau d'indices qui concordaient, mais on n'avait pas de preuves formelles. Et donc, automatiquement, on le suivait sous écoute téléphonique. Ce dernier s'amusait avec nous, et à certains moments, il nous faisait même comprendre qu'il pouvait réitérer, quoi. Et donc, c'était assez stressant. Et a priori, quand il a fini par avouer, on a réussi à le faire parler en fin de compte en exploitant un petit peu son sentiment de supériorité et le défi qu'il nous avait lancé. J'aimerais que vous me le racontiez. Ce David Lefebvre, vous l'avez eu en face de vous à de nombreuses reprises, vous l'avez écouté pendant des jours et des jours, vous avez témoigné à son procès. Moi, je l'imagine, mais je me dis que j'ai sans doute tort parce que l'imagination n'est pas bonne conseillère. Je l'imagine frustre, introverti, perturbé. Est-ce que c'est le cas? Pas du tout. Lefebvre David, bon déjà, il a un physique très agréable, il est narcissique. Il est manipulateur, à savoir que, en gros, il veut exercer une domination sur des personnes qui, généralement, sont en rupture sociale, telles que Sylvie. Et ces personnes en rupture sociale, il les met sous sa dépendance parce que lui a un véhicule et il leur permet, en fin de compte, il leur rend plein de services. C'est quelqu'un d'extrêmement dévoué, mais dans un but bien précis. De manipulation? De manipulation et d'emprise, oui. C'est quelqu'un qui a une absence totale d'empathie, notamment pour les personnes faibles ou encore les toxicomanes. Et il considère les